j'ai couché avec pas mal de garçons que je connaissais pas et avec qui j'étais pas du tout à l'aise en fait, ou juste je couchais avec parce que j'étais en mode bon c'est ma mission, il faut que je couche avec lui ce soir parce que c'est comme ça. Et du coup c'est des gens avec qui je communiquais pas du tout et en fait je leur disais pas ce qui me faisait plaisir, je leur disais pas ce dont j'avais envie, quand j'avais même envie que ça s'arrête ou quoi. Et du coup je me pliais un peu à l'image que les hommes ont de la femme dans la sexualité et je voulais être un peu le coup parfait et qu'ils aient rien à redire derrière. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange, chose étrange. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Eh bien bonsoir à toutes et à tous, trop contente d'être là pour ce nouvel épisode de La Chose Étrange. Ce soir, aujourd'hui, on va parler de plaisir et de désir. Et de plaisir et de désir, notamment quand on a une vulve. Parce que quand on a une vulve, quand on a un vagin et quand on a visiblement ce qu'on a découvert 500 ans après l'Amérique, et quand on a un clitoris. Je rigole un peu sur la découverte du clitoris, mais c'est vrai qu'on en a vachement parlé ces derniers temps, ces dernières années. Mais le désir dit féminin, pendant longtemps, il a été assez délaissé. Et dans l'imaginaire collectif, soit il était super mystifié, soit il était diabolisé. Donc parfois, on a parlé du fameux point G qui était un espèce de bouton magique, mais personne ne savait où il était. On a aussi parlé de ces femmes fontaines complètement tabous. Donc aujourd'hui, on parle de squirt. Donc c'était toujours des trucs un peu fantasmés. Donc aujourd'hui, plutôt que d'avoir des récits fantasmés, on va essayer d'avoir plutôt nos récits à nous, du vrai témoignage, de la vraie vérité. Et on va aller un peu parler de notre désir. Et je suis trop contente pour ça d'avoir des personnes formidables avec moi. Donc vous allez évidemment vous présenter, mais j'ai avec moi Héloïse, Ali, Askan et Aïcha Abadi, qui va se présenter, mais j'ai envie de la présenter, qui est influenceuse sur Insta, qui a un compte qui s'appelle Mystère et Boule d'Orgasme, et qui a quand même bien creusé le sujet du désir, parce que tu as aussi fait un documentaire qu'on peut voir sur France TV /, qui s'appelle Mystère et Boule d'Orgasme, comme le nom de ton compte. Donc merci d'être avec moi, Aïcha, ce soir. Merci à toi, Kitri. Merci à vous d'être ici. En effet, la sexualité dite féminine a longtemps été très mystifiée, notamment en conséquence de tout l'imaginaire qui était lié au désir masculin, cis, hétéro, à toutes les questions qui sont liées aussi à la pornographie et à la manière dont on a beaucoup... on a fait de la sexualité féminine, clitoridienne, vaginale, peu importe, quelque chose qui ne correspond pas réellement à la réalité de toute la diversité du sujet. Ne serait-ce que par rapport au point G que tu as cité juste avant, qui est le point Grafenberg, en fait. On a donné ce nom-là parce que c'est un médecin allemand qui l'a découvert et on en a fait tout un plat comme si c'était la seule chose qui procurait du plaisir aux personnes qui ont une vulve, alors que pas du tout, et que tous les corps sont différents et que chaque personne a son plaisir, son désir, ses orgasmes, et qu'il n'y a pas de règles, en fait. Eh ben, on va aller un peu plus en détail là-dessus. Yes. Nous, autour de la table, et pas un vieil homme cis qui a découvert un point imaginaire. Et ben, pour commencer, peut-être que vous pouvez chacun et chacune vous présenter, peut-être dire votre prénom, votre pronom, et j'ai envie de vous poser une question pour vous lancer sur ce sujet-là. J'aimerais bien que vous me disiez quelle est, selon vous, votre zone érogène, on va dire, soit la plus efficace, soit votre préférée, au choix, celle qui vous vient en premier. Je te lance. Bon, je commence. Alors moi, c'est Héloïse, mon pronom. Enfin, c'est en français, c'est elle. Au niveau de mes points les plus érogènes, je dirais c'est le clitoris qui est le plus efficace, qui marche à tous les coups et qui est un peu trop oublié à mon goût. Merci. Je me présente aussi, je m'appelle Ali, elle également. Et bien également, je pense que c'est aussi le clitoris ce que je préfère et que oublier, ça dépend avec qui, mais ou pas, voilà.
Moi, je me présente, je m'appelle Ascan, mon pronom est il. J'utilise les accords masculins du coup. Je dirais que ma zone la plus érogène, elle n'est pas dans le plaisir même, elle est plus dans la montée de l'excitation. Et c'est vraiment toute la zone sur le côté qui part de l'aisselle jusqu'au haut de la cuisse. Lorsqu'on m'effleure à ce niveau-là, c'est très très efficace pour moi. J'adore avoir vos réponses parce que du coup, ça donne déjà un panel. Souvent, on centre vachement le plaisir autour de déjà la partie du sexe et ce qu'il y a autour, donc l'intérieur des cuisses, la vulve, les fesses, l'anus. Et Ascan, toi, t'es allé sur... t'es remonté un peu plus, donc c'est intéressant parce que je pense que tu l'as dit un peu Aïcha en intro. Souvent, on se focus là, éventuellement les seins. Et on oublie un peu comme s'il y avait un espèce de territoire oublié qui est l'intégralité de notre corps. Je ne sais pas si vous, dans la découverte de votre désir ou de votre plaisir, c'est des zones... Est-ce que vous avez... Comment vous explorez un peu, grosso modo, ce territoire qui est votre corps, quoi, et vos zones possibles de désir et de plaisir? Je pense que c'est à travers déjà la masturbation, tout court, mais apprendre à découvrir son corps et puis beaucoup en grandissant aussi, en voyant son corps évoluer en fonction aussi l'adolescence, même quand on devient préadulte, etc. Et donc je pense qu'il y a un peu... Moi, ça a été beaucoup avec le sport, notamment quand j'ai commencé à faire du sport et que j'ai dû aussi apprendre à connaître mon corps d'une autre manière que sexuellement même. Et du coup, je pense que c'est un peu tout ça aussi qui m'a aidé à vraiment prendre conscience de chaque partie de mon corps, en plus des parties intimes. Ouais. Alors, moi, ça s'est fait aussi en grandissant, du coup, la puberté, tout ça, les hormones qui arrivent, qui fonctionnent. Moi, je sais que j'ai mis du temps avant de comprendre comment c'était fait. C'est-à-dire que, par exemple, au début, quand j'ai commencé à avoir mes règles, j'arrivais pas à mettre un tampon parce que juste, je savais pas comment c'était fait. Et après, j'ai commencé à un peu étudier. Et après, j'ai compris, du coup, plein de choses, dont comment mettre un tampon, par exemple. Ouais, donc tu es passée par une phase presque technicienne de comprendre comment complètement. comment c'était organisé. D'abord par un besoin Complètement. tu vois, plus pratique qui est celui de mettre un tampon. Mais c'est clair que souvent, on passe un peu cette étape, aussi parce que c'est un peu tabou. Le fameux moment où tu te retrouves soit avec un miroir, essayer de comprendre. Alors, Il y attends, avait la piscine le lendemain, fallait que j'arrive à le exactement rentrer, ça. ce tampon. Souvent, c'est ça, il y a un enjeu. Donc, soit c'est la piscine, le sport. Moi, pour tout vous dire, je me souviens d'un été, effectivement, où je devais aller à la plage parce que j'avais un crush que je retrouvais à la plage. Et c'était un peu, il y a eu un truc de question de vie ou de mort. Il fallait que je réussisse à mettre ce tampon. Donc, c'est marrant que tu évoques ce genre d'événements marquants où tu es obligé d'aller à la rencontre de toi. Là, il n'y a pas d'évitement possible. Et du coup, Ascan, pour le coup, tu as cité des parties du corps qui sont autres que ta partie, on va dire, sexuelle et génitale. Est-ce que c'est parce que tu as pris conscience que tout ton corps était fait de capteurs sensoriels? Est-ce que c'est par la rencontre avec toi-même? Est-ce que c'est dans tes rapports avec d'autres personnes? Moi, c'est beaucoup passé par la multitude de partenaires sexuels que j'ai eus. Surtout les personnes non hommes cis hétéros qui sont, à mon sens, beaucoup plus dans l'écoute de soi. C'est passé aussi par la lecture. Je me permets de mentionner le livre Jouissance Club de June Pla qui m'a beaucoup aidée dans la découverte des zones érogènes et des différents plaisirs qu'on ne voit pas du tout dans la pornographie, notamment par exemple. Trop bien. Mais justement, j'allais vous demander, est-ce que vous... Alors, si vous avez déjà eu un orgasme, est-ce que c'était seul la première fois ou est-ce que c'était avec un ou une partenaire? Moi, c'était seul. Après, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui ont aussi été très attentionnés envers mon plaisir. Et c'est vrai qu'il y a cette grande question de l'orgasme. Et en fait, je trouve que l'orgasme que j'ai toute seule en me masturbant est complètement différent que l'orgasme que je vais avoir avec un partenaire, d'autant plus, parce qu'avec un partenaire, il y a aussi la question des sentiments parfois. Enfin, ça dépend avec qui, mais je sais que du coup, peut-être que l'orgasme que je vais avoir seule va être
beaucoup plus forts, beaucoup plus intenses, mais en termes de ressentiment vraiment plus émotionnel avec un partenaire pour qui on a des sentiments, c'est vrai que ça change énormément de choses. Donc c'est vrai que je suis encore un peu en questionnement sur, au final, est-ce que il y a un orgasme prédéfini ou alors est-ce que ça peut être plusieurs types d'orgasmes justement en fonction de quand on est tout seul ou quand on est avec une ou plusieurs personnes d'ailleurs. Donc c'est vrai que je suis encore un peu en questionnement sur ça moi personnellement. Comment t'expliques justement que ton orgasme quand t'es seule est beaucoup plus fort? Enfin, en tout cas, t'as utilisé ce mot-là. Bah, je pense que quand tu es seul et que tu connais ton corps, tu y vas à fond. Du coup, tu n'as pas de retenue spécifiquement. Je sais que j'ai eu beaucoup de retenue moi avant dans mes premières relations sexuelles. Et, et oui, du coup, je pense que ouais, t'oses plus. Après, c'est pas que j'ose pas forcément avec des partenaires. Comme je dis, j'ai eu la chance d'avoir de très bons partenaires aussi à certains moments. Donc, je pense que oui, ça dépend. Franchement, ça peut dépendre. Je pense qu'il y a effectivement des orgasmes différents quand tu es seul ou avec quelqu'un, et que même quand tu es seul, tu peux avoir des orgasmes différents et que quand tu es avec quelqu'un aussi. J'ai l'impression, par rapport aux témoignages que j'ai reçus, qu'il y a des orgasmes plus mécaniques, plus efficaces, on va dire, techniques, et des orgasmes qui sont plus, disons, intenses. Il y a des personnes qui me parlent d'orgasmes spirituels, qui les élèvent quelque part, d'autres personnes qui me parlent d'orgasmes qui varient au sein même d'un orgasme avec des courbes. Il y a plein de... Je pense qu'il y a énormément d'orgasmes différents en fonction des personnes, en fonction du moment, puis en fonction de ce que tu veux aussi. Tu peux être toute seule et vouloir faire ça rapidement, ou tu peux être toute seule et vouloir te faire l'amour. Je pense que c'est différent aussi. Ouais, le quickie solo ou le... C'est ça, quand tu as une réunion et que tu es un petit peu stressé, que tu n'as que 3 minutes, ça peut être efficace. Ouais, surtout que là, on peut différencier, mais vous allez nous dire, vous n'allez pas échapper à la réponse, mais différencier l'orgasme et la jouissance en plus, parce que c'est deux notions parfois qu'on met un peu dans le même sac sans les différencier, mais je pense qu'on va développer. Je vous laisse d'abord répondre à la première question. Moi, la première fois, j'étais jeune, je pense, l'âge où tout le monde commence un peu à se masturber. Je devais avoir entre 12 et 14 ans, je ne me souviens plus exactement. Et au début, je me sentais hyper coupable parce que comme personne m'en avait jamais parlé, je ne savais pas si j'étais la seule à faire ça, je ne savais pas si c'était normal de faire ça. Et je me souviens qu'au début, j'étais dégoûtée et je m'en voulais de vouloir le faire. Et je me sentais bizarre et en même temps, je sentais comme que personne n'en parle et que la sexualité, c'est quand même le gros tabou universel. Je me disais que c'était pas normal et que je devais pas faire ça, que je faisais quelque chose qui était quand même propre à moi-même et avec qui personne n'était impliqué. Donc en soi, je fais ce que je veux, mais je me sentais très coupable. Et du coup, j'ai mis du temps à déjà assumer, rien que dans les discussions. Moi, je me souviens qu'au collège, tous les garçons, ils en parlaient, qu'ils se branlaient, tout ça, tout le temps. Et les filles, c'était le truc interdit. Et si une fille, elle osait en parler, c'était le drame, elle était dégueu, tout ça. Donc moi, j'ai mis du temps à l'assumer déjà, et même à me l'assumer à moi-même, je pense. Et après, après ça s'est mieux passé avec moi-même. Et puis, je faisais mes choses dans mon coin. Et puis quand j'ai commencé à avoir des rapports sexuels avec des hommes, au début, je me suis dit, mais tout ça pour ça, quoi. Je pensais que ça allait être tout le temps nul, que c'était impossible que ce soit bien comme quand c'était moi qui le faisais. Puis au fur et à mesure, ça a évolué. Trop bien. En plus, tu as dit des trucs importants. C'est marrant parce que tu as dit, au début, tu disais à l'âge où tout le monde se masturbe. Et ensuite, tu as développé cette notion de tabou. Je pense que déjà, il y a plein de gens qui ne passent pas du coup l'étape du tabou, tu vois, qui restent bloqués au mode c'est sale, c'est moche, on peut pas faire ça. Et effectivement, d'autant plus quand on est une fille, une personne avec une vulve, parce que comme tu dis, c'est beaucoup plus libéré chez les garçons, libéré sur certains points. Donc effectivement, ouais. Et toi, Ascan ? Je me reconnais beaucoup dans ce que tu as dit, surtout par rapport à la culpabilité de se faire plaisir quand on est jeune. Moi, je suis allée jusqu'à me confesser auprès d'un prêtre parce que j'étais dans un établissement catholique. Et vraiment, quitter cet établissement, ça m'a permis de découvrir un monde sans les tabous qui étaient liés du coup à ce cadre-là.
Les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé aussi, notamment le genre de compte que peut tenir Aïcha. C'est très intéressant, c'est très intéressant pour les jeunes. Pour en revenir à l'orgasme, moi, je ne sais pas si j'en ai déjà eu un. En tout cas, je sais comment je jouis. Je sais qu'il y a une sensation qui monte, qui est très crescendo et qui finit par exploser, on peut dire. Et ça ressemble à peu près toujours à la même chose. Ça peut mettre plus ou moins de temps selon qui le fait, si c'est moi ou si c'est un partenaire. C'est plus long avec un partenaire parce que moi, je connais très bien la zone qu'il faut explorer pour en arriver là. Mais je tiens à préciser quand même que c'est pas forcément le goal ultime d'arriver à cette jouissance ou à cet orgasme. On peut très bien avoir un rapport sexuel très plaisant de bout en bout, même si on ne jouit pas à la fin. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, comment tu décrirais ce qu'est du coup ta jouissance ? On t'a parlé d'un pic. Est-ce que sur ton corps ou tes sensations, qu'est-ce que ça te fait si tu devais le décrire et mettre des mots dessus ? Alors moi, je ne peux pas jouir par la pénétration. C'est toujours via le clitoris externe. Peut-être qu'on reviendra sur cette notion un peu plus tard. Et puis, voilà, je ne sais pas comment l'exprimer mieux qu'une explosion de plaisir qui vient crescendo et qui finit par être presque douloureux à la fin. Moi, je sais qu'une fois que j'ai joui, mon clitoris est tellement sensible qu'il ne faut surtout plus le toucher. Ouais, je pense que tu as des orgasmes. D'accord. Ravie de l'apprendre. Ça mérite un applaudissement. Comment vous décririez les sensations, vous, du coup, de l'orgasme sur le corps Moi, c'est un peu pareil, mais c'est vrai, juste pour rebondir avant la question religieuse aussi. Au tout début, que je commençais à me masturber, etc., j'avais aussi beaucoup cette honte en fait, j'avais eu l'éducation quand même d'un côté de mes parents très catholiques, et en fait, j'avais l'impression que Dieu me voyait faire ça. Et que du coup, j'allais vraiment finir très très mal. Et du coup, ça me faisait très peur parce que je me mettais toujours sous ma couette pour pas que Dieu me voie, mais je savais qu'il me voyait quand même. Du coup, c'était un gros stress. Mais après, en termes de moi, les sensations que j'ai, quand je suis toute seule, c'est vrai que c'est un peu pareil. C'est à certains moments, c'est cette montée d'un seul coup de plaisir, cette explosion. Et effectivement, après, c'est très sensible. Mais il y a aussi des moments où je prends plus le temps de vraiment le faire avec moi-même. Et là, il y a un vrai amour qui se crée envers moi-même et un vrai moment très beau. Et je croyais aussi avant que je ne pourrais pas avoir d'orgasme, même de plaisir par la pénétration. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que si, et que même j'ai fini en pleurs, ma moitié à la fin, enfin en tout cas avec des petites larmes, parce que ça a été un moment, enfin j'ai vécu un moment incroyable où en fait il y avait juste la beauté des deux corps qui s'ancraient l'un dans l'autre et qui créaient un mouvement, et en fait c'était comme une danse. Alors je sais pas, c'est parce que j'ai fait la danse aussi, mais du coup j'avais trouvé ça super beau, donc j'ai découvert ça aussi il y a pas longtemps, et comme quoi on n'arrête jamais d'en découvrir, quoi. J'aimerais rebondir là-dessus. Le plaisir dans la sexualité, c'est souvent une question d'habitude. Et on peut s'habituer à ressentir du plaisir, à avoir des orgasmes d'une certaine manière et croire qu'on ne peut pas en avoir d'une autre manière. Et puis rentrer dans ces habitudes-là, ce qui n'est pas grave, ce qui peut être très bien si ça nous va. Mais parfois, on peut se rendre compte qu'il y a d'autres modes, d'autres choses qui nous font jouir. Et en effet, j'ai eu plein de témoignages similaires aux tiens qui prouvent qu'il y a plein de choses à explorer. Et que si on est bien dans sa sexualité, dans un mode, c'est très bien, mais qu'il y a toujours d'autres choses qui peuvent faire plaisir. J'aimerais aussi répondre à ta question, si je peux me permettre, par rapport aussi à la religion, la masturbation, etc. J'ai commencé à me masturber sans savoir que je me masturbais quand j'étais très jeune. C'était quelque chose de très naturel que je faisais avant de dormir. Et j'avais des orgasmes très très jeunes. Donc bien avant 10 ans, peut-être que j'avais 7 ou 8 ans. Et donc je ne savais pas du tout que ça avait un caractère sexuel. Je me frottais contre mon lit, j'avais des orgasmes et je dormais ensuite. Donc j'ai pris l'habitude de faire ça pour dormir. Quand j'ai compris que ça avait un caractère sexuel,
j'ai grandi dans un pays musulman avec un mythe de la virginité ultra présent. Donc, il faut savoir que la virginité n'existe pas, c'est une construction sociale. L'hymen aussi est une construction sociale. Il existe scientifiquement, mais il peut avoir différentes formes. Et il y a un grand pourcentage d'hymens qui sont perforés ou qui n'existent pas ou qui sont découpés. En tout cas, cette idée-là qu'il faut rompre l'hymen pour être déviergé ou dévierger quelqu'un, comme on dit, est une construction sociale. Donc j'ai grandi avec cette idée-là qui, dès que j'ai pris conscience que ce que je faisais avait un caractère sexuel, j'ai ressenti une énorme culpabilité, mais parce que je me disais, qu'est-ce qu'ils diraient mes parents s'ils savaient que j'étais pas vierge à cet âge-là ? Donc moi, c'était vraiment cette question-là, la virginité. Si ce que je fais a un caractère sexuel, si j'ai des orgasmes quand je me frotte contre mon lit, ça veut dire que je ne suis plus vierge. Et qu'est-ce qu'ils diraient s'ils savaient que je suis plus vierge à, je sais pas, à 9-10 ans, alors qu'on est censé rester vierge jusqu'au mariage ? Donc ça a duré quelques temps, cette culpabilité. Et un jour, j'ai appris que pour ne plus être vierge, il fallait rentrer quelque chose dans le vagin. Et là, c'était le soulagement total. Je me suis dit, en fait, je suis vierge, c'est génial. Je peux y retourner. Je peux y retourner. Mais j'avais pas arrêté entre-temps, t'inquiète pas. Ouais, mais il y a énormément de personnes qui font ça. C'est complètement tabou, la sexualité infantile. En fait, on devrait même pas parler de sexualité parce que... et même pas de masturbation. On n'a même pas conscience de ce qu'on fait. C'est quelque chose de très naturel. Donc je dirais que c'est de l'auto-plaisir, auto-exploration, somnifère. Mais ouais, c'est ça, c'est de l'exploration. Tous les enfants, en plus, même tout petits, en fait, ça passe par le toucher, l'exploration du monde. Donc en fait, on le fait tous et toutes hyper naturellement. Et c'est le monde des adultes qui tout d'un coup t'arrête, soit avec des croyances liées à la religion. Enfin, tu vois, et c'est là tout de suite, il y a un truc de tabou. Tu vois, je rigolais en disant t'as pu y retourner, mais moi je me souviens pareil, comme toi, toute petite. Je me souviens, tu vois, c'était plutôt avec mon nounours. Je me frottais avec mon nounours. Et pour le coup, tout d'un coup, j'ai senti qu'il y avait un tabou sur la masturbation, tu vois, plus que sur la virginité, moi. Et pour le coup, j'ai arrêté. En mode, non, it's not OK du tout. On arrête. Jusqu'au moment où il a fallu que je déconstruise, d'aller dans les conversations, etc., de me dire, en fait, si, c'est OK, tu peux y retourner. Mais il y a eu une phase comme ça il faut tout arrêter parce que c'est pas bien, quoi. J'ai eu une phase aussi où j'ai dû tout arrêter, mais pour une raison différente. C'est parce que mon ex me l'avait interdit. Il m'avait interdit de me masturber et de regarder de la pornographie. À savoir qu'on était en relation à distance et que j'avais quand même un désir sexuel qui était très présent. Ça a été très très dur à vivre pour moi. Ça témoigne de la fragilité de l'ego masculin, dans mon sens, pour interdire à sa copine de se faire du plaisir sous prétexte qu'on n'y participe pas. Bon, maintenant je sais que ça n'arrivera plus, quoi. Et je souhaite que ça n'arrive à personne d'autre. Bah ouais, surtout que c'est un sujet qui est plutôt normalement pour se donner du plaisir. Donc on n'est a priori pas sur des interdits tant que c'est toi qui es OK avec ce que tu as envie de te faire et que tu y trouves du plaisir. Et que, bon, c'est un autre sujet, mais évidemment dans des relations, tu vois, là on est sur le domaine du consentement à un certain endroit où ton partenaire ou ta partenaire peut difficilement t'interdire de faire des choses. En tout cas, il faut qu'il y ait une discussion, quoi. Mais ouais, et je sais plus du coup, il y avait, je voulais rebondir sur un truc d'Ali et j'ai zappé, mais c'est pas grave. Mais évidemment, voilà, mais évidemment on va repartir, on va rediscuter aussi de la pénétration, ça, on va évidemment revenir dessus. Et du coup, parce que moi j'entends aussi beaucoup dans les témoignages ce truc de, mais moi je sais pas du tout ce qui m'excite et je sais pas comment atteindre la jouissance ou l'orgasme. Est-ce que vous, c'est des témoignages que vous avez déjà pu avoir avec des copines autour de vous, ce truc de franchement, j'ai pas craqué et je ne sais pas du tout par quel bout prendre la chose, quoi. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui racontent qu'elles n'ont jamais pris de plaisir, même toutes seules, jamais, ou alors elles osent pas trop en parler. Mais surtout, j'ai beaucoup de copines qui me disent qu'elles ne croient pas en l'orgasme avec la pénétration parce que ça ne fonctionne pas avec leur partenaire. C'est un truc qui est hyper commun. Enfin, après, moi, je suis encore jeune, donc peut-être c'est aussi, on découvre encore la sexualité. J'ai 18 ans. Et
Et du coup, je pense que... Enfin, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui n'y arrivent pas, quoi. Ouais, parce qu'il y a 2 trucs. Il y a l'orgasme tout court, ou la jouissance tout court, et puis la jouissance par la pénétration. Là, c'est des copines qui... Enfin, t'as les deux, quoi. T'as celles qui n'ont jamais encore réussi et qui, du coup, se disent « j'y arriverai jamais ». Et du coup, est-ce que toi, t'as des conseils quand t'as ce genre de discussion toi qui as trouvé un chemin, en tout cas, parce qu'il y en a plein. Moi, je pense que c'est surtout dans la communication. Enfin, moi, j'ai commencé ma vie sexuelle un peu chaotiquement. Et j'ai commencé à coucher avec des garçons que je connaissais pas trop, avec qui... Enfin, c'était quelque chose... J'ai eu un rapport à la sexualité qui était un peu biaisé. Je me suis faite agresser quand j'étais jeune, tout ça. Donc, je suis arrivée dans la sexualité en me disant, bon, maintenant que j'y suis, je mets un kilométrage avec ceux qui sont passés avant quand j'étais pas d'accord. Du coup, j'ai couché avec pas mal de garçons que je connaissais pas et avec qui j'étais pas du tout à l'aise en fait, ou juste je couchais avec parce que j'étais en mode bon, c'est ma mission, il faut que je couche avec lui ce soir parce que c'est comme ça. Et du coup c'est des gens avec qui je communiquais pas du tout, et en fait je leur disais pas ce qui me faisait plaisir, je leur disais pas ce dont j'avais envie, quand j'avais même envie que ça s'arrête ou quoi. Et du coup je me pliais un peu à l'image que les hommes ont de la femme dans la sexualité, et je voulais être un peu le coup parfait et qu'ils aient rien à redire derrière à leurs copains, tout ça. Donc ça, c'était un truc... du coup, moi, j'étais trop occupée par leur plaisir à eux que je pensais pas au mien. Et la première fois que j'ai couché avec un garçon qui me plaisait vraiment et avec qui j'étais vraiment à l'aise, là, ça c'est pas la première fois, mais au fur et à mesure, en discutant de ce que j'aimais, de ce qu'il aimait, de comment ça pouvait se passer, ça l'a fait directement après. Trop bien. Tu as dit 2 trucs hyper importants. Tu as effectivement dit je m'occupais beaucoup de leur plaisir à eux avant de m'occuper du mien. Et c'est clair que pour atteindre une jouissance, il y a un moment où il faut penser un peu à soi. Il faut se connaître. Donc ça, on en a pas mal parlé. Et la confiance, en fait. Et tu disais, mes premiers rapports, c'était avec des gars où j'avais pas de confiance, voilà. Et la communication. Donc c'est clair que c'est des bonnes pistes d'exploration pour celles qui nous entendraient. Et ce n'est pas de l'égoïsme. On a voulu nous mettre ça dans la tête depuis toujours, à nous les femmes, que penser à son plaisir, à son propre plaisir, c'est de l'égoïsme. C'est juste de la bienveillance envers soi-même, au même titre qu'on est bienveillante envers l'autre. Je pense que c'est du bon égoïsme. Carrément. Et je reviens sur ce que tu disais, Ali, tout à l'heure, j'ai retrouvé mon idée. Tu disais, là, j'ai eu un orgasme par pénétration, je pensais que j'en aurais jamais, et c'était complètement fou, c'était comme une danse, des corps, etc. Et là, tu mets le doigt sur un truc aussi, c'est que l'orgasme et la jouissance, ça peut être aussi hyper contextuel, en fait. C'est tellement influencé par plein de choses. Là, en l'occurrence, visiblement, il y avait une symbiose entre vous, il y avait un truc qui était hyper puissant. J'ai presque la chair de poule quand j'en parle. Et du coup, ça a donné lieu à un truc un peu fou. Et peut-être que si tu t'arrêtes juste à la pratique, qui était en l'occurrence là la pénétration, et que tu réessaies demain avec quelqu'un d'autre, ça va faire flop, tu vois. Mais c'est cool de se dire que c'est effectivement très contextuel, quoi. Un truc qui marche un jour peut faire flop le lendemain et inversement. Je rebondis là-dessus parce que justement, avant d'apprendre aujourd'hui même que j'avais des orgasmes, je pensais simplement que c'était des jouissances, et je me disais j'espère que c'est pas que ça, jouir, parce que si c'est que ça, c'est franchement pas ouf, que ce soit avec des partenaires ou tout seul. Et puis j'ai eu des expériences avec un contexte justement qui finalement amène à la même sensation physique, mais se rajoute à tout ça des sensations dans tout le reste du corps. Moi, je me souviens que j'ai eu un partenaire qui avait pris énormément de temps à explorer l'entièreté de mon corps, et que ce soit avec ses mains, avec sa bouche, avec son souffle. J'en ai encore des frissons d'y repenser. Il était resté très longtemps sur mon ventre, et ça lui plaisait de voir que je m'agitais, que je prenais beaucoup de plaisir là-dedans. Et l'orgasme qui a suivi, mais c'était peut-être un des meilleurs que j'ai eu, quoi. Bah ouais, on en revient à ces fameuses zones qui sont généralement privilégiées, alors même que quand tu vas explorer, et puis tu l'as dit, le souffle, la chaleur, lécher, toucher, caresser, c'est ça qui te fait monter potentiellement et qui peut te faire des crescendo assez fous.
Donc même si évidemment que le clitoris c'est quand même une zone qui fonctionne plutôt très 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 bien avec ses 8000 terminaisons nerveuses, il y a aussi ce truc de faire monter le plaisir sur l'intégralité du Et pour corps. revenir aux zones érogènes qui ne concernent pas uniquement la vulve, je crois que ça m'est arrivé une fois d'avoir un orgasme simplement en stimulant les tétons. C'est possible. J'ai eu aussi des témoignages qui disaient la même chose. On m'a parlé d'orgasme par les tétons et d'orgasme par les oreilles aussi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, que c'était une femme qui m'a dit qu'elle a eu un orgasme uniquement par la stimulation de son oreille et de son cou. Donc finalement, je pense qu'on a des corps qui ont des super pouvoirs. Et dépendamment des personnes, je pense qu'on peut jouir par différentes zones. Donc j'ai envie d'inviter tout le monde à explorer l'entièreté de son corps, à prendre le temps vraiment dans chaque zone, à demander à ses partenaires de le faire si elles se sentent assez à l'aise pour ça, parce que ça peut vous faire découvrir les merveilles de la sexualité, quoi. Hein. C'est clair. Tu parlais aussi des orgasmes un peu spirituels. Bon, là, c'est des pratiques qui sont différentes, mais le tantra, toutes ces choses-là, c'est carrément, on peut même avoir des orgasmes. Il faut être super connecté, mais limite sans se toucher ou en se caressant l'épaule. Bon, moi, j'adorerais expérimenter ça. Je ne sais pas encore. Mais effectivement, tu vois, il y a un truc qui peut être aussi vachement dans la symbiose physique, quoi. Et justement, par rapport au plaisir, au désir, dans les couples, il peut aussi y avoir pas mal d'insatisfaction ou de culpabilité autour du truc de j'ai moins de libido que mon mec ou que ma meuf, que mon partenaire, et c'est relou, et je comprends pas pourquoi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça dans vos couples respectifs? Et si oui, comment vous l'avez vécu, géré? Mais je sais qu'avant ça, moi j'aimerais bien rebondir sur ce que tu avais dit, Héloïse. C'est que, un peu pareil, moi mes premières expériences sexuelles, c'était avec des hommes qui m'ont pas respectée. Et où aussi moi-même, du coup, j'ai gardé cette image de la manière dont ils m'ont appris de faire. Et en fait, moi-même, je me suis rendu compte que j'ai adopté un comportement d'objet sexuel pour les hommes, où il fallait absolument que je leur fasse plaisir, où il fallait absolument, pareil, en soirée, etc., que je chope un coup. J'avais même une liste sur mon téléphone de l'alphabet de tous les mecs que j'avais pécho, etc. Donc ça avait vraiment été loin. J'ai pas terminé l'alphabet, du coup, j'ai supprimé la liste. Mais du coup, en fait, au fur et à mesure... je pense que moi, personnellement, en tout cas, j'ai fait mes premières expériences beaucoup trop tôt. J'aurais aimé les faire plus tard, mais comme toutes mes copines avaient déjà fait, etc., je voulais passer le cap aussi. Et en fait, au fur et à mesure, il y a vraiment eu ce truc de me dire, j'ai dû en fait moi-même jouer un tour à mon cerveau, parce que mon cerveau, pour lui, j'étais un objet sexuel. Donc je me suis dit, merde, si je suis pas un objet sexuel, qu'est-ce que je peux être? Et là, je me suis découvert, je me suis dit, en fait, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est œuvre d'art. Alors ça fait très un peu vaniteux, mais en fait, c'est ce truc, au final, mon corps, c'est de l'art. Chaque corps est un peu une œuvre d'art avec ses formes, ses imperfections, etc. On est tous une œuvre d'art. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu te considères aussi en tant qu'œuvre d'art dans l'acte sexuel, et autant toi tout seul qu'avec ou des partenaires. Et du coup, tu as vraiment ce jeu d'exploration du corps qui est très important et qui fait aussi prendre beaucoup de plaisir. Et aussi, je rebondis sur, tu as parlé du sexe tantrique. Moi, j'ai toujours voulu essayer ça. Et en fait, je me rends compte qu'au final, on peut le faire un peu sans forcément suivre le mode d'emploi sur Internet du sexe tantrique. Enfin, c'est connu pour être quand même très calme, très lent, de vraiment prendre ce temps. Et au final, tu peux le faire sans te dire, vas-y, viens chérie, on fait du sexe tantrique. Tu vois, donc au final, tu peux le faire un peu inconsciemment. Donc je pense que... du coup, j'ai oublié ta question après, mais... Non, mais c'est trop bien parce que tu soulèves un autre point important pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent « moi, je sais pas ce qui m'excite, etc. » C'est ce truc de son propre regard, le propre regard qu'on porte sur son corps à soi. Parce que bien souvent, comme tu dis, soit on incarne un truc qui est pas vraiment nous parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut être, donc soit la meuf, tu vois, tel type, etc. Soit on est hyper complexé et c'est compliqué en se disant « franchement, je me trouve chum et du coup, évidemment que
l'autre va me regarder avec ce même regard, ce qui est complètement une croyance. Et donc, ça fait partie des trucs qu'on n'avait pas cités, mais qui est évidemment une piste super importante. Ah, mais du coup, je me rappelle, tu as parlé de la libido. Ouais. Et du coup, et à partir de ça, avant, du coup, je croyais que j'avais énormément de libido, en fait, parce qu'il fallait toujours... D'ailleurs, c'était très drôle parce que j'employais que le terme baiser, mais il fallait que je baise tout le temps. Et en fait, un jour, il y a un gars qui m'a regardé qui m'a dit « Mais non, mais c'est moche, viens, on fait l'amour, c'est beau. » Du coup, j'étais en mode « Ok !» Et du coup... c'est que en fait, plus au final, j'apprends à découvrir aussi le consentement que j'accorde à moi-même, en fait, parce qu'au final, je pense que ça passe vraiment avant moi-même. Et c'est même parfois encore dur pour moi de me poser la question, est-ce que j'en ai vraiment envie ou pas? Et parfois, je crois que j'en ai envie, et je commence, et après, je suis en mode, ah non, en fait, j'en ai peut-être pas envie, ou alors pas plus loin. Enfin, il y a vraiment, de toute façon, plein de manières de le faire. Et qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Bah maintenant, je le dis à mon partenaire, je dis, bah écoute, viens, on dort. Et du coup, on dort. Trop bien. C'était la réponse que je voulais entendre. Bah, de toute façon, il y a eu un moment où en fait, ça a été trop loin, justement, où à force de vraiment me forcer à faire des pratiques avec des hommes où j'avais pas envie, etc., ou pareil, j'arrivais pas à savoir si je voulais arrêter ou pas. Bah, je me suis un peu promis à moi-même que non, maintenant, prochain partenaire avec qui je le fais, c'est parce que j'en ai vraiment envie, parce que voilà, et puis bah, c'est ce qui est arrivé, quoi. Donc, non, au bout d'un moment, mais je pense que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, et je pense que même encore dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'aurai encore des choses à apprendre sur mon corps, quoi. Et du coup, pour en revenir sur le point de la libido, du coup, toi, tu as plutôt été dans des relations où c'était toi qui avais beaucoup de libido, ou en tout cas, de façon équivalente. Tu t'es pas retrouvée, en tout cas, dans une relation où toi, tu avais l'impression d'avoir moins de libido? Bah, j'avais pas vraiment de relation, c'était des coups d'un soir, quoi. Donc c'était très sauvageon, c'était on saute dessus, donc c'était même une pratique ouais, bah, très sauvage, j'ai envie de dire. Ça allait vite, ça machin, enfin c'était voilà. Et en fait, au fur et à mesure, bah, j'ai découvert une pratique plus calme, plus sentimentale. Et du coup, je pense qu'aussi, bah, j'ai appris, au final, je pense que maintenant, j'ai peut-être un peu moins voire beaucoup moins de libido que ce que je pensais. Et puis, c'est influencé par tellement de facteurs. J'ai vu qu'à un moment où cet été, je travaillais énormément, j'étais épuisée. Et en fait, j'en avais envie. Mais pas le soir quand je rentrais, où le seul truc qui m'importait, c'était de me mettre au lit, quoi. Donc, puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, du coup, t'as quand même envie, mais tu peux pas vraiment. Enfin, donc je pense que ça dépend vraiment de plein de facteurs, si on est fatigué, si on a faim, si on se sent aussi en fonction de notre cycle menstruel, hein, si on se sent pas bien dans son corps. Il y a des femmes qui adorent le faire pendant leurs règles, d'autres non. Donc c'est vraiment... ou même il y en a qui vont vouloir le faire un mois et puis après un autre mois on n'a pas envie. Enfin, ça change. Il y a tellement de facteurs pour moi, donc c'est un peu difficile de répondre à la question comme ça, quoi. Bah, c'était un peu le point aussi de ça. T'as un peu tout résumé. Il y a évidemment, comme pour la jouissance, comme pour le plaisir, bah, il y a des trucs qui sont contextuels. Et l'essentiel, à nouveau, on est sur un truc de communication. Si ça arrive dans un couple, c'est cool de s'en parler et de se dire que c'est OK et de ne pas culpabiliser l'autre, parce que effectivement, ça peut arriver à des femmes, ça peut arriver à des hommes, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de croyances autour de ça, quoi. Je ne sais pas si vous, dans votre entourage, il peut y avoir des couples ou dans vos couples respectifs où il y a eu ce genre de situation un peu tricky. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Moi, je pense qu'à un moment, je me suis persuadée d'en avoir envie. Enfin, je me suis persuadée d'avoir de la libido parce que ça correspondait à l'image qui, genre, un peu contre mon gré, je voulais renvoyer. Et que comme je voulais coucher avec des garçons, bah, j'étais là, c'est là, j'ai l'occasion, je dois en avoir envie parce que c'est comme ça. Et ça a duré longtemps. Et à un moment, j'ai fait genre une crise d'angoisse en plein milieu d'un rapport. Et j'ai fait en fait non, genre là, je me force, j'ai pas envie et je peux plus. Et j'ai stoppé pendant super longtemps. Et après ça, maintenant, ça va beaucoup mieux. Enfin, j'ai eu d'autres relations depuis. Et je pense que c'est vraiment ça. Enfin, j'ai eu un trop-plein où je me suis vraiment... Ça m'a un peu secouée et ça m'a vraiment... Enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais pas envie et que je devais pas me forcer. Et que c'était horrible ce que je m'infligeais à moi-même. Et que, je trouvais ça un peu grave d'en arriver jusqu'à là. Donc, je pense que ça m'a fait surtout peur par rapport à moi-même. Donc, après, j'ai pris du recul. J'ai travaillé sur moi. Et maintenant, ça va mieux. T'es plus connectée à toi-même, quoi. Ouais, et vous n'êtes clairement pas les seuls. Énormément de femmes sont dans cette même situation. Et je suis très heureuse de savoir que vous en êtes sorties.
parce qu'il y a des personnes qui n'en sortent pas jusqu'à un certain âge ou peut-être jamais. Le cerveau de l'être humain est très influençable en fait. Et on s'influence nous-mêmes parfois à penser des choses, à se mettre dans des cases, à faire ce qui va faire qu'on va correspondre à un certain standard, à ce qu'on attend de nous en tant qu'objet finalement. Et oui, j'espère que toutes les autres personnes qui sont dans la même situation vont finir par en prendre conscience et en sortir et à se dire ok, maintenant c'est moi qui décide, c'est mon corps, c'est mon désir et c'est quand je veux ou peut-être jamais pour certaines personnes. Il y a des personnes qui n'ont jamais envie de sexe et c'est complètement ok, elles peuvent trouver du plaisir par d'autres moyens. Le plus important c'est de trouver ses moyens et ne pas s'obliger à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire parce que c'est... Ouais, parce qu'on est dans une société en plus qui est bien dans l'injonction du sexe. Tout à fait. Donc, Bien que ce soit un tabou. C'est très paradoxal quand même. Hein, on aime bien ces injonctions paradoxales. Ça nous met très confortable. Moi, j'aimerais répondre à la question de la libido qui a été posée. J'ai eu la chance, à partir de mes 17 ans, d'avoir un partenaire qui était très compréhensif sur le point du consentement. Et aussi parce que j'avais fait un grand travail sur moi-même, ayant vécu des violences aussi. Je savais très bien ce que je voulais pas. J'étais très, très angoissée par le fait de prévoir un rapport sexuel. Et en plus, on était dans une relation à distance, donc quand on se voyait, on était en mode bon, bah, c'est l'occasion, on va le faire. Et non, pas forcément. Si on n'en a pas envie sur le moment, c'est OK de ne pas le faire. Je rappelle aussi que la masturbation est OK, même si on est en couple. Moi, ça m'est arrivé que mon copain soit très excité et que j'en ai pas envie. Et je lui dis bah, va dans la pièce à côté, fais ton affaire. Et puis après, on peut passer un moment chouette ensemble dans le lit en matant un film ou en se faisant simplement des câlins ou quoi. Après, il y a aussi les pratiques sexuelles qui ne concernent pas la pénétration, qui m'ont pas mal aidée. Moi, je sais que, par exemple, ça m'arrivait d'avoir envie d'avoir un rapport... c'est quand même un rapport sexuel avec mon partenaire, avoir envie de câlin, de lui faire du bien, etc. Mais ne pas avoir envie de pénétration. Et dans ce cas, il y a des pratiques comme la masturbation mutuelle qui sont très intéressantes dans ce genre de moment. Moi, je sais qu'aussi, ça m'excite beaucoup de voir mon partenaire se masturber. Et ça lui plaisait aussi, donc on se masturbait chacun de notre côté, et ça correspond quand même à un rapport sexuel. Il n'y a pas d'injonction à la pénétration. Hein. Ah bah oui, grave. Ça, c'est important de se le noter. C'est vrai que tout tourne beaucoup autour de la pénétration. On va en parler après, mais donc oui, un rapport sexuel n'est pas un rapport avec pénétration. Même souvent, la première fois, on dit c'est le jour où tu as été pénétré. Alors que, évidemment, que faire l'amour, ou même baiser d'ailleurs, c'est bien au-delà de ça, heureusement. Ok. Tout à fait. Pardon. Vas-y. Juste par rapport à la question de la libido, comme vous avez dit, ça dépend vraiment de plein de facteurs. Et je pense à un témoignage que j'ai reçu d'une femme qui me disait que pendant très longtemps, elle pensait qu'elle n'avait aucune libido. Et elle avait un copain, et que dès qu'elle a rompu avec cette personne, elle s'est rendue compte qu'elle avait énormément de libido en fait. Donc parfois, il y a d'autres facteurs qui peuvent être la personne avec qui tu es en fait. Donc il y a des questions à se poser. Je dis pas que c'est tout le temps le cas. On peut ne pas avoir de libido même si on est avec la bonne personne. Mais parfois, ça vaut le coup de se poser la question, de se projeter, de se demander si je n'étais pas avec lui ou avec elle, est-ce que je me sentirais avec une autre libido. Et ouais, le fameux contexte, toujours et encore. Et c'est vrai qu'on n'a pas défini d'ailleurs la libido, mais comment vous définirez la libido? Parce que jusque-là, on a parlé de désir, on a parlé de jouissance, on a parlé d'orgasme. La libido, on utilise encore un autre mot. Comment, pour celles qui nous écoutent, merde, c'est encore un autre mot, je sais pas ce que c'est quoi la différence? Pour moi, la libido, c'est genre l'envie immédiate. C'est une fois que tu es avec la personne, c'est d'en avoir envie directement. Enfin, c'est pas quelque chose qui se prévoit en avance. Enfin, en tout cas, pour moi, je sais que quand je suis toute seule dans ma chambre, je sais pas, c'est plus quand je suis en face de quelqu'un et que là, j'en ai envie. Pour moi, c'est plutôt ça. Ouais, toi, tu mets un truc d'immédiateté dans la libido. Moi, je pense que ouais, c'est cette envie qui te prend d'un coup, où tu penses
soit ton partenaire actuel, soit, je sais pas, t'as juste envie d'avoir une pratique sexuelle. Ça peut être soit d'un seul coup, tu as envie d'avoir un rapport seul avec toi-même ou alors avec un partenaire. Mais ça peut être du coup, oui, quand t'es en face. Mais moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Du coup, je suis guide touristique. Et ça m'est déjà arrivé de faire une visite guidée, d'avoir 40 personnes en face de moi et de juste penser à mon rapport de la veille et être là en mode oh punaise, j'ai envie d'y retourner là. Et du coup, c'est horrible parce que faut que tu continues de raconter les fenêtres à meneaux du château derrière toi. Et en fait, t'as qu'une envie, c'est de te barrer, rejoindre ton copain et faire tes affaires, quoi. Donc, je pense que c'est un peu cette envie que pareil, on culpabilise un peu au début, hein, même. Surtout peut-être au collège, au lycée, quand t'es en cours et d'un seul coup t'as envie et t'es là en mode oh, mais imagine les autres ils lisent dans mes pensées et ils comprennent que j'ai envie là là non et tout et en fait au bout d'un moment moi je sais qu'à ce moment-là j'étais dans ma visite guidée, je suis en mode bon écoute il reste 15 minutes, faudra attendre ce soir quoi c'est tout mais du coup faut un peu se décomplexer de ça aussi et c'est ok d'en avoir envie à 4h du matin comme à 4h de l'après-midi quoi j'ai envie de dire donc pour moi c'est un peu ça. J'ai rien à ajouter par rapport à ce qui a été dit. C'est ça, c'est juste en fait la libido, c'est juste l'envie d'avoir des rapports. Donc comme tu dis, ça peut être dans l'immédiateté, genre j'ai envie maintenant et d'ailleurs c'est pas le moment parce que je suis en train de faire visiter un château ou j'ai envie, c'est un peu le truc, c'est que du coup on a vachement fait tourner ça autour de la fréquence et la pensée et la croyance après qui est venue peser encore une fois souvent sur les femmes, c'est les femmes ont moins envie que les mecs. Et ça, c'est compliqué parce que, en fait, ça, à nouveau, ça pose des injonctions sur les femmes et sur les hommes, donc sur les personnes à pénis et sur les personnes à vulve, parce que, du coup, on se dit que, en fait, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a entre les jambes. L'envie et le désir n'a rien à voir avec ça. Et paradoxalement, c'est aussi complexe pour les mecs parce que du coup, ça les fait rentrer dans des injonctions à nouveau à la performance. Et évidemment qu'un mec doit avoir envie, quoi. Et donc, si toi, tu viens gratter et que le mec a pas envie, putain, c'est un peu un sous-mec, quoi. Donc, c'est compliqué pour tout le monde, en fait, ce truc-là. C'est vrai que ça peut être une question aussi, si le mec aussi en a envie, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps à les éduquer, eux, ils ont toujours envie, etc. Et ça peut être un peu déstabilisant, du coup, la première fois où un mec te dit non, j'en ai pas forcément envie. Parce que toi, tu te dis, dans ces moments-là, ça peut arriver de te dire, en tant que femme, mince, j'ai pas été assez excitante pour lui donner envie de faire l'amour avec moi et tout. Ou, ça y est, c'est fini, il a plus envie de moi et tout. Alors que non, en fait, les hommes aussi peuvent vouloir passer du temps tranquillou, regarder un petit film, rien faire et puis être fatigué. Enfin voilà, ouais, faut juste faire des câlins tranquillou. Donc ouais, c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant et que je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez pour le coup du fait que les hommes aussi, ils ont leur leur rapport à la sexualité, la libido et tout, et que ça peut aussi leur arriver de se sentir même un peu hors de leur zone de confort ou un peu forcé, etc. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi, du coup, de me dire faut que mon partenaire en face, il soit OK, quoi, qu'il en ait envie aussi. Dites-moi si je me trompe, mais moi j'ai l'impression que cette idée reçue sur la différence de libido entre les personnes à vulve et les personnes à pénis, elle vient aussi de la différence des organes génitaux, qu'ils soient internes ou externes, parce que quand une personne à pénis ressent de l'excitation sexuelle, c'est beaucoup plus visible qu'une personne qui a une vulve, et donc on se dit que ça arrive beaucoup plus souvent, même si faut pas oublier que ça peut arriver que quelqu'un ait une érection, mais n'ait pas de désir sexuel, et inversement. Voilà, j'avais juste envie de dire ça. Ça fonctionne exactement de la même façon. En gros, la montée du désir, la montée du plaisir est la même. Parfois aussi, on croit que c'est plus mécanique chez les personnes avec pénis. Et ça, je pense qu'effectivement, t'as raison, ça repose aussi beaucoup sur le fait que ça se voit et que du coup, surtout à l'adolescence, sale période pour les personnes à pénis parce qu'il va falloir contrôler son érection, etc. Et que effectivement, c'est un truc qu'on n'a pas. Donc du coup, ouais, beaucoup de fausses croyances. Et puis l'homme, on va pas parler des hommes, des personnes à pénis aujourd'hui. On a un espace plutôt sur les vulves, mais pareil, l'érection, l'éjaculation fait penser que toujours ils sont dans l'orgasme, mais en fait pas toujours. Tu peux avoir des trucs très mécaniques comme les personnes à vulve, quoi. Tu peux avoir des orgasmes mécaniques où il n'y a pas tant de jouissance que ça.
Donc oui, en tout cas, l'idée là, c'est de se dire que c'est une croyance et que voilà, personne à vulve ou personne à pénis, le désir fonctionne de la même façon et on peut ne plus avoir de libido à certains moments, à certains endroits, et on peut réfléchir à pourquoi et communiquer à nouveau et se dire que c'est OK aussi de ne pas en avoir. Et justement, il y a une étude, alors je pense qu'on en a beaucoup parlé un peu dans les médias, mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a une étude américaine qui était sortie, je crois que c'était en 2018, d'un institut américain de recherche en sexologie qui s'appelle le Kinsey Institute, je me le suis noté, et qui avait fait une étude sur 530 000 personnes cisgenres, comme souvent, hein, les études sont souvent sur les personnes cisgenres, et qui nous dévoilait que 86% des femmes homosexuelles expliquaient atteindre l'orgasme pendant leur rapport. Non, homosexuels, ouais. 86% atteignaient l'orgasme. Et chez les hétérosexuels, c'était 65%. Donc il y avait quand même un bon gap, 86 à 65. Versus chez les personnes à pénis, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, on était sur un 95-89, donc plutôt jackpot à coup sûr. Et je voulais vous faire réagir un peu sur ces chiffres. On a déjà un peu évoqué les sujets, mais comment ça vous fait réagir, vous, cette différence potentielle selon son orientation? Qu'est-ce que ça peut dire, en fait, de nos sexualités? Je pense que... je vais d'abord parler pour les femmes. Je pense que moi, personnellement, j'essaie qu'avec des hommes, donc je ne peux pas non plus parler à la place de toutes les femmes lesbiennes, bi ou autres. Mais je pense que quand tu as une femme en face de toi en tant que femme, comme tu projettes, je pense que évidemment la personne en face va faire beaucoup plus attention, va plus savoir comment ça fonctionne, va plus demander parce que c'est ce qu'elle attendrait. Donc je pense que c'est plus facile. Et puis je pense que les femmes en général sont plus... je pense qu'elles sont peut-être plus attentives là-dessus en majorité que par exemple face à un homme cis qui va... penser que c'est simple et qu'il faut juste rentrer dedans et puis que c'est bon. Et je pense que pour les hommes, je pense que tu as ce truc où les hommes, il y a beaucoup d'hommes cis, encore une fois, qui pensent à leur propre plaisir en premier parce que la société fait que l'orgasme des hommes, comment que les hommes finissent, éjaculent, tout ça, c'est le plus important. Du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui, consciemment ou non, continuent dans cette lignée-là et du coup partent du principe qu'une fois qu'eux ont fini, c'est fini pour tout le monde et que leur plaisir est plus important que celui des femmes. Je ne parle pas pour tout le monde, évidemment, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui suivent cette idée-là de la société. Moi, je pense que ça rejoint aussi, on a beaucoup, déjà depuis le début, dit le mot mécanique. Et alors, je ne sais pas si ça a vraiment un lien là, avec les chiffres que tu viens de nous donner, mais pour moi, il y a quand même une différence à faire entre le plaisir mécanique et le plaisir, je ne trouve pas d'autres mots, donc je dirais non mécanique, mais il y a pour moi, le plaisir mécanique, je le définis d'une manière où en fait... on va dire qu'on va plus se baser sur les parties intimes. On sait globalement, d'une manière même un peu innocente et non renseignée, que si tu simules un pénis pendant un bout de temps, après la suite logique qu'on nous apprend, c'est qu'il y a éjaculation. Chez les femmes, il y a le clitoris, etc. Et en fait, c'est vrai que la plupart du temps, on nous apprend à faire l'amour du coup de manière mécanique, parce qu'on commence avec cet horrible terme des préliminaires qui vise à introduire la pénétration, qui vise à terminer avec une jolie éjaculation, et puis c'est fini. Et je trouve que du coup, ça, c'est entièrement mécanique et que c'est intéressant de se réorienter vers quelque chose d'autre où en fait, on peut faire de... la masturbation mutuelle sans qu'il y ait pénétration après. On peut explorer plein de trucs, mais on peut faire une pénétration et c'est aussi ok d'ailleurs d'avoir le schéma de base qu'on nous apprend. C'est aussi ok quand même de vouloir faire de la masturbation, pénétration et puis éjaculation et terminer. Ça dépend de chaque couple de partenaires ou autre. Mais du coup, c'est vrai que peut-être que chez les hommes, le fait que ce soit peut-être plus simple de trouver comment simuler un pénis et du coup simuler, pas simuler, mais provoquer provoquer l'éjaculation,
c'est peut-être plus simple à trouver que chez une femme. C'est vrai que c'est galère d'aller farfouiller, trouver le clitoris, etc. Donc, pour moi, ça se rapproche un peu de cette idée de mécanisme où, au final, ouais, on fait peut-être trop l'amour du coup de façon mécanique sans chercher justement, même t'en parlais au début, toutes les zones qu'on peut avoir sur le corps qui sont incroyables aussi à découvrir. On en a parlé, les oreilles, mais je sais que j'adore aussi vraiment qu'on prenne le temps de vraiment caresser tout mon corps et tout, surtout au niveau des cuisses. Et qu'il y a un moment où c'est moi qui le demande en mode bon, mec, vas-y quoi, c'est bon, t'as fait durer le suspense. Donc, ouais, moi en tout cas, ça me fait penser à ça, cette notion de mécanique qu'on a beaucoup dit depuis le début, quoi. Merci le porno. Grave. Cette production culturelle fictive, finalement, qui a complètement façonné, influencé l'imaginaire sexuel. Mais c'est exactement ça. Tu mets le doigt sur le truc hyper important, c'est qu'en fait, y a des scénarios en fait sexuels qui sont surtout très hétérocentrés et du coup très phallus-centrés. Et c'est exactement ce que tu as décrit, préliminaire. Putain, abolissons ce mot, s'il vous plaît. Préliminaire, pénétration, éjaculation. Et je pense que ces chiffres-là, ça dit aussi ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es lesbienne que tu as plus de plaisir. C'est juste parce que du coup, les scénarios, tu casses un peu ce truc de scénario, puisque évidemment, il n'y a plus de pénis dans l'environnement. Et du coup, tu vas chercher d'autres scénarios. Et du coup, peut-être que tu passes plus de temps sur le corps en général et tu vas chercher d'autres choses, en fait. Je voulais juste raconter un truc, rajouter un truc sur les chiffres. Du coup, encore une fois, je pense que aussi, notamment à cause de la pornographie sous toutes ses formes, je pense que s'il devait y avoir un mode d'emploi, entre guillemets, je pense que les femmes, en tout cas les personnes à vulve, apprennent beaucoup plus. Ça, c'est très binaire comme manière de le dire, mais à faire plaisir à un homme qu'un homme apprend ou voit comment faire plaisir à une femme, parce que dans la pornographie, quand on regarde, c'est uniquement les femmes pour les hommes, en tout cas dans le porno mainstream. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi ça, c'est que nous, les femmes, et même dans les films, pas que dans la pornographie, partout, on nous apprend beaucoup plus à ce qui fait plaisir à un homme. Mais encore une fois, je mets des gros guillemets parce que, évidemment, c'est pareil que pour les femmes, pour les personnes à vulve, à pénis, peu importe, c'est qu'il n'y a pas une façon de prendre du plaisir, peu importe ce qu'on a entre les jambes. Mais je pense que quand on est une femme, la chose de se plier, encore une fois, au plaisir masculin, elle est beaucoup plus forte que pour les hommes. Et du coup, s'il y a une manière d'apprendre, je pense qu'on apprend beaucoup plus en étant une femme qu'est-ce qui ferait plaisir aux hommes, en tout cas selon ce que la société veut nous faire apprendre, que inversement. Ouais, donc partenaire masculin, posez-vous la question de ce qui nous fait plaisir, voire posez-nous la question de ce qui nous fait plaisir. Et a priori, ce sera vachement plus efficace. Tu voulais rajouter quelque chose, toi? Est-ce que justement par rapport à la communauté trans, toi, est-ce que ces chiffres, tu penses qu'il y a des équivalences un peu dans les comportements par rapport à ces chiffres-là, ou justement au contraire, on parlait de scénarios, ils sont au contraire, tu vois, il n'y a pas de scénario, et du coup ça permet une exploration qui est différente? Je pense que je ne suis pas assez renseignée pour répondre à la question. Je pourrais juste parler de ma propre expérience. Et justement, la différence de plaisir et d'atteinte de l'orgasme, elle ne se base pas uniquement sur le genre ou le sexe de la personne avec qui on a une relation, mais sur le fait que moi, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas avoir d'orgasme par la pénétration, en tout cas pas par la pénétration avec un pénis. On l'a très rapidement évoqué, le squirt, tout à l'heure, peut-être on y reviendra plus tard. Mais du coup, effectivement, les personnes à vulve avec qui j'ai couché se concentraient plus sur mon clitoris, donc effectivement j'arrivais plus facilement à atteindre l'orgasme, mais c'est pas exclusif aux personnes à vulve. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des partenaires à pénis qui étaient très concentrés sur mon plaisir à moi. Donc je pense que ça passe essentiellement par la communication. Il n'y a peut-être pas assez de communication dans les relations hétérosexuelles, alors qu'il y en a beaucoup plus dans les relations homosexuelles. Ouais. Et justement, on a beaucoup parlé justement de plaisir par pénétration ou au contraire par stimulation externe. Si je vous dis justement orgasme vaginal et orgasme clitoridien, est-ce que ça vous fait réagir?
Est-ce que ça vous parle? Oui, j'ai j'ai de l'acquiescement à droite. J'y ai repensé bien après. J'ai découvert le squirt avec un partenaire. Est-ce que tu veux nous expliquer définir le squirt pour expliquer à ceux qui nous écoutent? Alors moi, comment ça se passe? C'est une stimulation interne avec un geste et un endroit très particulier. Donc ça, heureusement, j'ai appris à communiquer là-dessus avec mes partenaires. Il faut que tu fasses tel mouvement à telle profondeur. Et en général, ça mène à l'explosion finale. Et du coup, c'est une forme d'orgasme qui produit un fluide qui vient de la vessie. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller aux toilettes avant et après un rapport sexuel. Mais c'est pas du pipi, d'après ce que je sais. D'ailleurs, ça n'a ni le goût ni l'odeur. C'est translucide. Et voilà, moi je l'atteins par la pénétration interne, mais pas par un pénis, avec les doigts, justement. Est-ce que tu veux nous montrer ce mouvement de doigts? Oui, alors, l'idée c'est de rentrer 2 phalanges et de faire le mouvement « viens ici ». Parce qu'il y a ce qu'on a pu appeler le point G à une époque. Il y a une zone rugueuse, en tout cas, à l'intérieur du vagin, qui, quand elle est stimulée, stimule le glande de Skene. Ah, bah, très bien. Encore un nom d'homme. En tout cas, ça stimule le clitoris interne et ça fait produire du coup ce liquide qui peut ensuite être expulsé par éjaculation féminine, donc ce qu'on appelle le squirt. Tout à fait, presque. Donc l'éjaculation et le squirt sont 2 choses différentes. D'accord. Le squirt dont tu parles n'est pas un orgasme. C'est quelque chose de tout à fait naturel, mécanique, en stimulant ces glandes-là, qui sont en contact avec cette zone rugueuse dont tu parles, et qui émettent donc ce liquide qui est une sorte d'éjaculat, mais qui n'a pas de lien avec l'orgasme. D'accord. Il peut arriver d'avoir des orgasmes et de sortir ce liquide en même temps, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes qui skirtent sans avoir d'orgasme et qui témoignent que ça ne leur procure pas forcément de plaisir. Il y a des personnes comme toi qui parlent d'orgasme pendant le skirt et ça veut dire que c'est une manière pour toi de pouvoir avoir des orgasmes. En revanche, c'est pas du tout lié à l'orgasme. On peut skirter sans avoir d'orgasme, on peut avoir des orgasmes sans skirter. Et contrairement à ce qu'on nous a fait croire pendant très longtemps, que le skirt était l'orgasme ultime pour les personnes à vulve, à clitoris, on peut skirter sans avoir d'orgasme. Ça m'amène à me poser la question, est-ce que ce sont effectivement des orgasmes que je ressens quand je squirt? Parce que la sensation est à 1000 lieues de la sensation que j'ai quand je jouis, quand je suis stimulée par le clitoris externe. D'ailleurs, moi, ce que je préfère, du coup, si mes partenaires écoutent ce podcast, si je ne vous l'ai pas déjà dit, vous le saurez, je préfère largement avoir un orgasme par stimulation du clitoris externe et ensuite être pénétrée. Parce qu'après avoir eu un orgasme, mon clitoris, il ne faut plus y toucher, il est trop sensible. Par contre, mon vagin et toutes les connexions qu'il y a à l'intérieur sont très, très stimulées. Et je ne peux absolument pas avoir les deux en même temps. C'est-à-dire que si on me doite et qu'on stimule mon clitoris externe en même temps, ça va faire monter les deux en parallèle et ça va être du plus frustrant possible parce que j'arriverai jamais à l'orgasme avec l'un ou l'autre. Alors, quand tu parles de stimulation à l'intérieur, il s'agit aussi du clitoris, mais de la partie interne, qui en fait, après stimulation et orgasme par voie externe, grossit. Et c'est la raison pour laquelle tu kiffes la pénétration après l'orgasme par voie externe, parce qu'il y a un grossissement du clitoris après orgasme, qui fait que c'est encore plus agréable à l'intérieur. Absolument génial d'avoir l'explication scientifique, si je veux dire anatomique, en tout cas du plaisir que je ressens. Et puis ça m'amène à conclure que je ne suis pas du tout le seul à ressentir du plaisir de cette façon-là, quoi. Et puis si vous n'étiez pas au courant, je vous invite à tester ces différentes formes d'orgasme du coup et de stimulation.
l'une après l'autre. Si vous en avez envie. Oui, Mais évidemment. c'était effectivement le point d'Aïcha très important, c'est qu'on a beaucoup parlé d'orgasme clitoridien et d'orgasme vaginal. Et l'orgasme vaginal, en fait, c'est un peu, voilà, c'est à nouveau une fausse croyance créée par des hommes qui, au XXe siècle, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, la source de ça, c'est notre ami Freud qui a fait des avancées, mais pas que, et qui était aussi profondément sexiste, qui a déterminé que les femmes matures, enfin c'était surtout les femmes qui avaient des orgasmes par stimulation du clitoris, étaient des femmes immatures. C'était une façon de dire que les femmes devaient atteindre l'orgasme grâce aux hommes, finalement, donc par pénétration. Et donc ça, c'est resté bien collé pendant longtemps. Mais comme disait Aïcha, c'est toujours en fait la stimulation du clitoris interne ou externe qui provoque l'orgasme et la jouissance, quoi. Et on peut aussi mettre ça en lien avec une pratique complètement horrible et barbare, si je puis dire, de l'excision qui existe encore aujourd'hui et qui a pour but d'empêcher les personnes à vulve, à clitoris, de s'explorer, d'explorer leur plaisir seules. Bien sûr, il en existe différents types, mais le fait que l'un des formes d'excision soit le fait d'enlever la partie externe du clitoris, ça prouve bien comment les hommes, notamment blancs, hétéros, cis, ont très longtemps voulu contrôler le corps des femmes. Et c'est juste le résultat d'un système de domination qui est beaucoup plus global et qui apparaît dans toutes les strates de la société. La sexualité en fait partie et le contrôle de nos corps en fait partie. Et je te laisse encore une fois finir ma phrase parce que je ne sais plus où est-ce que je voulais Et aller. du coup, effectivement, en tout cas, en ce qui concerne la sexualité, la pénétration est devenue vachement une injonction, enfin, tu vois, un truc incontournable absolu. Et on sait globalement que oui, il y a plein de femmes de personnes avec vulve qui ont des orgasmes par pénétration, et par stimulation interne du clitoris, mais globalement, j'ai plus le chiffre, faut que je le retrouve, mais 26% des personnes qui possèdent un vagin jouissent facilement grâce à la seule pénétration. Donc 26%, c'est pas quand même très très lourd. Donc c'est juste à nouveau de se dire, et en plus il va falloir qu'on finisse, même si j'avais envie de rester là encore. Mais globalement, ce qu'on se dit là, c'est à nouveau que la pénétration, c'est une option. C'est une pratique parmi tant d'autres pour atteindre le plaisir, mais c'est clairement pas la seule et l'unique, quoi. Donc, si vous nous entendez, voilà, il y en a plein d'autres, plein. plein. Parce que du coup, on vous a même pas laissé répondre sur cette notion de clitoridien ou vaginal ou plaisir. Vous, je sais pas qui. Est-ce que on sait, tu nous racontais que tu avais eu un orgasme par pénétration. Toi, Héloïse, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un orgasme par pénétration? Ça m'est déjà arrivé, mais je pense que les deux sont complémentaires, que c'est toujours mieux quand il y en a plus. Le plus, c'est le mieux. Et non, et puis je pense que c'est propre à chacun. Moi, par exemple, après avoir eu un orgasme clitoridien externe, par exemple, je ne peux pas avoir une pénétration immédiatement parce que pour moi, c'est pas possible. Je ne prends aucun plaisir, c'est douloureux. Donc je pense que c'est à chacun de trouver ce qui lui correspond, ce qui lui plaît, ce qui lui fait finir, jouir. Peu importe, mais il n'y a pas d'une science universelle là-dessus. On Tout à revient fait. sur... pardon, je t'ai coupé. On revient sur l'importance de la communication. Il n'y a pas de recette magique. Il faut vraiment demander ce qui fait plaisir ou non à son partenaire. Et explorer aussi, parce qu'on ne peut pas tout le temps tout savoir. Exactement, pour reprendre l'anaphore d'Ali, explorer la toile qui est notre corps. Seul, effectivement, c'est un énorme terrain de jeu, donc ce serait dommage de se priver, seul ou avec nos partenaires. Et comme vous dites, aller dans la communication, absolument, que c'est vraiment une clé magique pour atteindre tout ça. Donc, Et ne pas avoir peur d'être ridicule. ça Je pense c'est que clair. c'est aussi une clé. Bon lâcher prise. Mhm. C'est pas facile ça. Oublier de se regarder. Essayer de croire qu'il n'y a rien autour, en fait, que la société n'existe pas. Et juste naturellement essayer de se faire plaisir. Ouais, guidé par le plaisir, uniquement par le plaisir.
Trop bien. Merci beaucoup de nous avoir confié tout ça parce que c'est courageux et je Merci. suis trop contente que vous soyez sentis suffisamment en sécurité et à l'aise pour partager toutes vos expériences. Et j'ai envie juste de vous poser une dernière petite question pour clore, qui est un peu une question rituelle. C'était de me partager un titre de chanson qui vous évoque l'amour, le plaisir, le désir, la sexualité. C'est assez ouvert, mais voilà, que vous écoutez pour vous faire du bien ou que vous mettez quand vous faites l'amour avec quelqu'un. C'est open. Qui se lance? J'ai plus le nom de l'artiste, j'ai uniquement le nom de la chanson. Vas-y, on retrouvera. Si le titre est bon, on retrouvera. Ça s'appelle Call Out My Name. C'est The Weeknd. The Weeknd. Je pense que c'est la toute première chanson que j'ai mise dans ma playlist Orny lorsque je l'ai créée. Tu as donc une playlist Orny. J'ai une playlist Orny, oui. Très intéressant, il faut que tu nous partages la après. partages. C'est clair. Moi, je fais pas beaucoup l'amour en musique, voire je crois que j'ai dû le faire peut-être une fois dans ma vie. Mais je pense que les musiques d'Arctic Monkey sont toujours très bien à écouter. Et sinon, pour moi, je me verrais pas vraiment faire l'amour sur ça, mais en tout cas, ça me fait penser à l'amour et enfin voilà, un peu à cet attrait de corps. C'est vraiment Follow Me de Muse. Enfin, je trouve qu'il y a une énergie beaucoup trop incroyable dans cette musique qui donne beaucoup trop envie d'aimer tout sur Terre, soi et les autres. Donc voilà. Un bon programme. Effectivement, follow me, je te suis. Moi, je veux dire, c'est un petit peu plus deep, c'est plus sur le regard Enfin, c'est c'est sur l'anxiété, le regard qu'on peut apporter sur soi, enfin que les autres et que les hommes notamment peuvent apporter sur moi. C'est The Archer de Taylor Swift. Et on espère que ça pourra aider les personnes qui nous Courage. écoutent. Bon courage et surtout qui fait bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.